Alors, nous, on est une société qui s'appelle Euclid, et du coup, on exploite des data centers, notre siège est à Antibes. Et on est très content d'être là, parce qu'on arrive à titre de sponsor, en fait, pas à titre de militant écolo. Et on se demande un peu pourquoi les data centers vont aller sponsoriser ce type de symposium en tant que diable. C'est un peu comme si Philippe Maurice devait sponsoriser une campagne pour la lutte contre le cancer du cou. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Et dans cette présentation, on va commencer par un petit point sur notre consommation d'Internet. On va essayer d'aller vite et d'être efficace. Très efficace. Alors, au moins, on a la version en déroulant. Alors voilà, c'est des chiffres habituels, mais c'est quand même toujours intéressant de les revoir. Ils sont pour 2019. Alors, en gros, chaque année, dans le monde, je crois qu'il y a un code. Je pense que c'est en France plutôt. Alors, il y a 3,8 millions de recherches Google qui se font. Moi, je vous laisse le lire. Avec des nouveaux, quand même, qu'il faut prendre en compte. Il y a Amazon, dont on ne parlait pas il y a 2 ou 3 ans encore dans ces chiffres-là. Il n'était pas assez gros, donc ça monte d'explosion. Et il y a surtout Netflix. Parce que quand on consomme, on ne se rend pas compte que nous tous, quand on utilise Internet, on l'utilise en permanence. Et on consomme, et du coup, voilà le gros de nos sites. Alors, ces chiffres, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont très très difficiles à quantifier, en réalité, puisqu'ils sont tellement, on parle de téraoctets, et surtout que ce ne sont que des sites américains, et qu'il faut au moins les doubler, parce que consomment les Chinois, et les Russes, et toute l'Asie centrale, qui ont leur propre YouTube, leur propre Google, leur propre les Baidu, les Yandex, les machins. Et tout ça pour dire, bon, tout ce phénomène de clic sur Internet, excusez-moi, je crois que j'ai une grosse partie de ce que j'allais dire en intro, c'est pas grave. C'est qu'en 2015, on avait 15 milliards d'objets connectés. Alors je vous passe la définition des objets connectés, vous avez une idée. Et en 2020, donc on est à 50 milliards. Et ça ne va faire qu'exploser parce qu'on continue à en acheter. L'obsolescence programmée fait qu'on en consomme, qu'on n'arrête pas de les remplacer. Il faut savoir qu'en chiffres, un Français, en moyenne, change de téléphone portable tous les 16 mois. Ça fait 1 an et demi. À peu près. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, excusez-moi. Et du coup, il y a les... Donc ça, ce sont les chiffres dans le monde, mais on oublie qu'il y a ce qu'on appelle des déserts numériques, qui sont des zones du monde qui n'ont pas encore accès à Internet. Alors même la définition, là, a changé du désert numérique. Aujourd'hui, on parle de zones qui n'ont pas accès à la 4G. C'est pour dire à quel point on considère que c'est un désert. Donc aujourd'hui, un parking est un désert numérique, quelque part. D'ailleurs, si vous allez à Monaco, vous verrez demander l'accès code Wi-Fi dans le parking. C'est pour dire... Ça, c'est un rappel pour dire à quel point Internet prend une place toujours plus facilement. Le problème, c'est qu'Internet, même si on parle de dématérialisation numérique, est extrêmement polluant. On a tendance à penser que envoyer une lettre par la poste, à l'autre bout du monde, par avion, par bateau, quelque chose de polluant et qu'un mail nous facilite la vie, en réalité, c'est plus complexe que ça. Et on est en train de créer tous une pollution absolument scandaleuse. Enfin scandaleuse, on est pour ou contre, mais dans l'absolu, c'est plutôt scandaleux. Et il faut voir à quel point on consomme, puisque c'est écrit là, du coup, si Internet était un pays, ce serait le 3e pollueur mondial derrière les USA et la Chine, et d'ici 2030, il aura tout explosé. Mais quand on dit Internet, c'est nous. Et chaque année, on prend 10%, la pollution numérique, elle prend 10% de croissance par an. Donc cette pollution, elle est générée évidemment par notre consommation d'Internet, et elle passe par... C'est chiant ce truc, excusez-moi. Et elle passe par 2 explications majeures, qui sont la dimension physique, voilà, je vous la fais, la dimension physique d'Internet. Donc ça, c'est la partie purement matérielle, c'est le matériel. C'est comment construire, vous parlez. Ah oui, écoutez, pour le pièce. Sont donc la... Ah oui, ce sera mieux comme ça, voilà. Ouais, donc la consommation, excusez-moi, physique d'Internet. Donc, c'est ce que, en gros, génère comme pollution la construction d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou n'importe quel objet connecté. Et évidemment, notre métier, la consommation des data centers. Alors, on va y revenir, donc on va commencer juste vite fait par la première partie, qui représente quand même à peu près 50% de cette pollution numérique, elle est purement matérielle. Quand on construit un téléphone portable, je crois qu'il y a une histoire de diapo, mais c'est pas grave, c'est le... Quand on construit un... Voilà, quand vous dites, si vous voulez, celle-là, on va la passer, elle est trop technique. Voilà, quand on fabrique un téléphone portable,
Il faut à peu près 54 métaux différents, je ne m'embrouille pas, et il y en a seulement une vingtaine qui sont recyclables. Ça veut dire que la trentaine de métaux qui est jetée, ben elle est balancée dans le monde. Donc il y a ce qu'on appelle des poubelles numériques, des décharges numériques. Ça part en Inde en majorité écrasante, et le pire du pire, c'est en Afrique noire, au Ghana. Il y a les plus grosses décharges numériques du monde au Ghana. Donc aujourd'hui, pour la pollution, bref, parce que vous allez être amené à beaucoup le lire dans la presse et les machins, on parle de e-waste. C'est une façon cool de définir ce terme qui n'est pas forcément très cool et qui, comme vous pouvez le voir, va absolument aussi exploser. Elle va presque tripler d'ici 2050. C'est terrible. Donc voilà une décharge numérique et voilà nos potes à Taipei en train d'acheter le dernier iPhone à Apple. Ça c'est juste pour montrer deux salles. Voilà, on veut toujours être plus moderne et d'un autre côté, on se ramène à quelque chose qui est assez alors. Il y avait des photos vraiment dégueulasses que vous avez déchargées, vous les épargnez. C'est le... Alors, ça, c'est écrit en blanc. Excusez-moi. Ça, c'est le... Donc maintenant, la deuxième partie, c'est la pollution des data centers. Et nous, c'est notre corps de métier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce ne sont pas les data centers qui vont bouger. C'est plutôt, est-ce qu'on est condamné? Est-ce que, parce qu'on consomme tellement d'Internet, on est condamné à envoyer des... partout? Donc, alors aujourd'hui, les data centers, dans cette pollution numérique, elles représentent 20%. Il faut savoir que la pollution numérique, je ne l'ai pas mis là, mais c'est aujourd'hui à peu près 15% de la pollution mondiale. Donc les data centers, on a eu une explication en plus, donc c'est pas mal parce que le type, avant, le bot avant, il a de Carnot, il a expliqué pas mal de choses, donc on va gagner du temps là-dessus. C'est un lieu physique donc, où sont regroupés des serveurs informatiques qui tournent en permanence, qui génèrent une consommation d'électrique en continu, et en plus, donc, ces serveurs, il faut les refroidir, donc il faut les climatiser en permanence. En gros. Donc il existe des techniques, aujourd'hui, est-ce qu'on est condamné par ces data centers? La réponse est non, en réalité. Il faut le savoir. Les data centers sont là, et on va pas, c'est pas pour demain qu'on trouvera une alternative. On est en train de, jusqu'à aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des chiffres, parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas encore assez. La pollution numérique, ça reste assez tabou. Ça reste, les data centers sont gérés par les plus grosses boîtes du monde. C'est les Google, c'est les Facebook, c'est les machins, donc ils ne vont pas sortir, ils n'ont aucun intérêt, et de toute façon, nous, on n'arrêtera pas de... Ce serait complètement utopique d'arrêter de consommer Internet. Donc il y a des techniques pour le rafraîchir, donc on pourrait effectivement... ça tombe tout seul, non? Non. Ouais, merci. On pourrait effectivement délocaliser vers des pays nordiques, donc, comme la Suède ou la Finlande, vous avez quelques exemples là, qui permettraient de limiter les frais de climatisation. Tout simplement, on met un pays au froid, on refroidit par du froid. C'est aussi simple que ça. Donc ça se fait beaucoup, c'est extrêmement cher et on n'a pas tellement de place pour le faire. Ça se fait dans des pays qui sont relativement petits, Suède, Finlande, Islande, Royaume-Uni, en Hollande. Donc c'est une alternative et que les gros commencent à faire. Ensuite, il y a eu des idées qui sont nettement plus James Bond, presque, qui sont d'enfouir les data centers dans l'eau. Donc il faut savoir, ça a été envisagé. Ça a donné des résultats assez incroyables. Donc celui-ci, c'est Microsoft, ça c'est au large de l'Écosse. Donc c'est génial, ils ont réussi à enfouir près de 40 000 serveurs là-dedans, ce qui est quand même très très impressionnant. Et ça fonctionne, ils ont estimé que ça pouvait durer pendant 5 ans, mais il faut savoir que ça pouvait tourner pendant 5 ans et se rafraîchir du coup par l'eau froide, sans pollution sonore aussi, parce que les data centers génèrent énormément de bruit. Le problème, c'est que pour l'instant ça coûte 15 milliards de dollars. Et que quand on n'est pas Microsoft, c'est quand même très très difficile à sortir aujourd'hui, surtout pour un modèle viable, qu'est-ce qu'il va payer? Vous imaginez le prix d'allocation là-dedans pour placer votre serveur à 15 milliards. Alors ensuite, il existe des techniques un peu plus concrètes et réalisables, qui sont celles sur lesquelles on travaille. Alors on s'est fait autant, un peu plus, vous voyez comme nous on l'a fait à Besançon, mais il y a des techniques de free cooling qui considèrent à récupérer l'air frais extérieur. Donc c'est le même principe que ce qu'on a vu dans les pays du Nord. La seule différence, c'est que c'est en alterné. C'est-à-dire que ce n'est pas permanent du coup, on n'évolue pas dans la neige, dans la glace. Donc c'est une partie d'énergie qui est partielle, qui est récupérée grâce au froid extérieur. Sinon, il y a la géothermie qui consiste à... Alors là, au contraire, c'est l'inverse, on cherche à chauffer. Et du coup, c'est grâce à la chaleur qui est déjà présente dans les nappes du sol qu'on peut contribuer à chauffer et récupérer cette chaleur, donc la chaleur fatale. Elle peut, donc là aussi, je vais passer vite parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais en gros, elle peut contribuer à chauffer, enfin cette chaleur n'est pas perdue, et du coup, c'est une histoire de rendement logique. Et sinon, bien évidemment, il y a les panneaux solaires
qui se font déjà. Comme vous voyez, ça c'est une image d'Apple dans le Nevada, donc il y a Las Vegas, il y a énormément de data centers dans le Nevada. C'est un désert qui est très utilisé pour ça. Donc, comme quoi, il y a des techniques qui existent, qui sont en cours. Ensuite, alors là, on tombe dans les solutions qui relèvent encore de la recherche, mais qui sont concrètes. C'est-à-dire ça, on peut y arriver. Donc ça aussi, je vais le passer très rapidement, parce que là, déjà, je vais faire de la pub pour notre concurrent qui est parti, enfin pour le concurrent de Carnot qui est parti. Enfin, par contre, aussi, j'aurais cité lui, mais en gros, il y a des radiateurs qu'on peut récupérer à partir de la chaleur fatale qui est générée par les data centers. Sinon, on peut chauffer des piscines, ça se fait en plein Paris aujourd'hui. Donc c'est à l'étude, c'est relativement coûteux, mais c'est beaucoup plus envisageable qu'en fouillant un data center au fond de l'eau. Ça s'envisage. Alors pour finir, j'espère que je ne vous ai pas trop bâclé le truc, mais c'est pour finir. Finalement, non, la pollution des data centers n'est pas une fatalité. Bref, je ne vais pas vous le... On peut tous agir. Alors comment est-ce qu'on peut agir à titre individuel? Ça passe par plein de choses. Alors évidemment, il n'est pas question de renoncer à des abonnements Internet ou de renoncer au smartphone. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire, comme typiquement, chaque mail qui traîne dans la boîte mail fait tourner un serveur en permanence. Donc on peut déjà commencer par trier, supprimer tous ces mails pourris, là, toutes ces newsletters, tous ces vieux abonnements, ces vieux billets d'avion qu'on a qui traînent. On peut aussi passer, il y a des modes d'économie d'énergie qui existent dans le téléphone, qui limitent considérablement l'utilisation des serveurs qu'on a tendance à ne pas utiliser ou sous-utiliser, parce qu'on ne s'en rend pas de ça. Et sinon, bah, du coup, pour conclure, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, excusez-moi, et on peut tous agir. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue ou trop chiante. Bien sûr. J'ai pas compris pourquoi les modes d'économie sur les téléphones, par exemple, ça limitait les data centers. Ah oui, pardon, excusez-moi, ça faisait partie des trucs que j'avais à dire. C'est qu'en moyenne, dans un téléphone portable, on a 16 applications qui tournent en permanence. Ça veut dire même quand on clique sur son iPhone et qu'on consulte machin, il y a le podomètre, il y a ce genre de conneries qui tournent en permanence. C'est le petit cœur avec le combien de pas on a fait, combien de machin et tout. Et si on met le mode économie d'énergie, il va couper toutes ces applications qui ne servent à rien. C'est aussi simple que donc rien que ça peut déjà limiter la consommation. Alors évidemment, on peut acheter moins de téléphone et pas changer, tout machin, mais ça c'est je comprends. Tout à fait, je suis la première à devenir agressive si une connexion internet est mauvaise, quoi, c'est pas le... Vous avez d'autres questions ou c'est... Moi je repose des questions. Oui, moi j'ai un peu bâclé le truc, mais c'était le... Et du coup, ce que vous faites, c'est de faire des systèmes de circulation d'air pour refroidir les data centers à partir de quoi? Alors en gros, nous on a des data centers, donc nous on fournit vraiment les murs, et ce sont nos clients qui viennent placer leurs serveurs. Et au début, bon, j'ai un peu expédié la partie des données, mais en fait les données elles sont récupérées, enfin on les génère en permanence avec chaque clic qu'on crée sur internet, elles sont réutilisées donc à des fins commerciales pour les raisons qu'on connaît tous, mais il y a aussi des fins économiques, des fins politiques, des fins... Donc finalement notre client il a tout intérêt à entretenir ces données parce qu'elles ont une valeur absolument considérable. Et nous, typiquement, on a des clients qui sont des PME, en majorité écrasante, on a quelques startups et groupes plus gros, mais la PME, elle peut vraiment faire faillite si le data center faille, parce que en gros, il place ses serveurs chez nous, nous, on s'arrange pour qu'ils tournent en permanence, mais si on lui dit qu'il y a une panne d'électricité, ou une surchauffe, ou un machin, en gros, lui, il peut vraiment faire faillite. S'il vend un service en ligne, on lui interdit de vendre pendant 24 heures, ça peut lui faire très très mal à son échelle. D'accord, donc c'est... Pas forcément, il n'y a pas de lien avec la pollution du data center. Alors, si, parce que nous, on est le data center, en fait. Donc, nous, on est, du coup, pour nos clients, on va climatiser ces serveurs en permanence, si on veut. Et pour climatiser ces serveurs en permanence, on utilise une consommation électrique qui est absolument démesurée. On essaye de contrôler, mais c'est pas encore... c'est pas tout à fait... Ça se passe là-dedans.